Elle avait 26 ans et était presque sans le sou. Une broche de deuil était épinglée à l'intérieur de son col. 11 livres étaient pliés dans un mouchoir au fond de sa poche. Pas de père pour parler en son nom, pas de mari pour la protéger. Aucune invitation ne l'attendait nulle part en Angleterre. Et avec ce peu de choses, elle acheta Red Clay Ridge. C'était une maison si délabrée qu'un duc à cheval rit en la voyant signer l'acte de vente. Il dit qu'elle serait de nouveau en ruine d'ici 1 an. Mais ce que personne ne savait, ni le duc, ni le notaire, ni la femme elle-même, c'était ce qui se cachait derrière le mur muré de l'arrière-cuisine. Installez-vous confortablement et dites-nous dans les commentaires d'où dans le monde vous nous écoutez ce soir. Claire Shaw est née dans le bourg d'Ashbourne, en l'an 1834. Elle était la fille unique d'un drapier nommé Thomas Shaw et de sa femme Margaret. Margaret venait d'une famille de fermiers du Derbyshire. Elle pouvait mesurer le tissu à l'œil près, à 1/4 de pouce près. La boutique se trouvait à l'angle de Church Street et avait une vitrine en saillie avec des vitraux au plomb. Claire passa son enfance sur un tabouret derrière le comptoir. Elle pliait le calicot et apprenait à additionner des colonnes de panse de tête. Elle savait le faire avant même de pouvoir atteindre la caisse sans un marchepied. Sa mère mourut d'une fièvre pulmonaire quand Claire avait 9 ans. Son père, un homme discret qui s'était toujours appuyé sur la constance de sa femme, se mit à mal tenir les comptes. Les registres, c'était encore pire. À l'âge de 13 ans, Claire rédigeait ses factures pour lui. Elle faisait les comptes du journal le dimanche soir. Pendant ce temps, il s'asseyait près de la grille de la cheminée et fixait le vide. Elle ne s'en plaignait pas. Elle apprenait cela comme elle apprenait tout, en observant, en répétant et en corrigeant. Le mentor qui la marqua le plus ne fut pas son père, mais la cousine de son père. C'était une veuve nommée Hannah Redfern. Elle habitait une petite maison en pierre à la périphérie de la ville. Elle accueillait Claire pendant les vacances scolaires. Et plus tard, chaque fois que la boutique devenait trop silencieuse pour être supportable. Hannah avait 62 ans lorsque Claire la connut vraiment. C'était une femme grande et mince, avec des mains aussi brunes que du cuir de sel. Elle avait travaillé comme gouvernante dans une grande demeure du Staffordshire pendant 31 ans. La mort de son mari l'avait ramenée chez elle. Hannah savait comment poser une brique, comment enduire un mur à la chaux et au crin de cheval. Elle savait comment ramoner une cheminée, comment greffer un pommier. Elle savait comment faire sécher l'hysope et la bétoine dans les combles pour la toux d'hiver. Elle apprit tout cela à Claire, non pas par des leçons, mais en lui tendant une truelle ou un couteau à éplucher. Elle la mettait au travail à ses côtés. « Tu as l'œil, ma fille », disait Hannah, et rien de plus. Et Claire portait cette phrase pendant des semaines, comme une pièce dans sa poche. Hannah lui apprit à regarder une maison comme un médecin regarde un patient. D'abord le toit, puis les canalisations, puis le jointoiement. Ensuite les poutres, puis le plâtre. En tout dernier lieu. Hannah mourut durant l'hiver de 1854, d'une pleurésie. Elle laissa à Claire sa bassine à confiture en cuivre, son mortier en pierre, sa brosse à badigeonner la chaux, et un petit dé à coudre en laiton qui avait appartenu à sa propre mère. Le dé était gravé à sa base d'un motif de petites gerbes de blé. Il était presque lisse d'un côté, usé par une vie passée à pousser des aiguilles. À travers le calicot, la toile, et une fois, avait dit Hannah, à travers le linceul d'un enfant qu'elle avait aimé. Après cela, Claire transporta le dé partout. Il était dans un bout de soie bleue dans sa poche. Elle le touchait parfois sans le vouloir, comme une autre femme toucherait un crucifix. 2 ans après la mort d'Hannah, Thomas Shaw tomba dans les escaliers de la boutique. C'était un soir de novembre, et il ne se réveilla pas. Claire avait 22 ans. Le notaire, un certain monsieur Appeal de Derby, arriva dans la semaine. Il portait un dossier de papier et un visage préparé aux mauvaises nouvelles. Il lui expliqua dans le salon, au-dessus de la boutique, que son père avait emprunté constamment sur la valeur du stock. Cela durait depuis 11 ans. La somme due sur la pleine propriété dépassait maintenant la valeur de tout ce que son père avait jamais possédé. La boutique fut vendue pour régler la dette. La vitrine en saillie, le comptoir, et le yard en laiton incrusté dans le bois. Le tabouret sur lequel elle s'était assise enfant. Tout cela revint à un drapier de Buxton qui ne voulait pas des installations. Il les fit casser pour en faire du bois de chauffage. Claire se retrouva avec ses vêtements, la Bible de sa mère, la bassine en cuivre, le mortier et la brosse d'Hannah.
Le dé en laiton dans son morceau de soie, une petite boîte à écrire en chêne que sa mère utilisait pour les lettres de la maison. Et quand tout fut compté, il lui restait 34 livres et 6 shillings. Elle prit un poste de dame de compagnie et gouvernante pour la sœur veuve d'un vicaire. C'était dans un village près de Nottingham. Elle y resta 4 ans, tenant les livres, commandant le charbon, supervisant la bonne. Elle empoisonnait les souris du garde-manger avec du plâtre de Paris. Elle réparait le plâtre dans le bureau du vicaire où l'humidité s'infiltrait. Et le soir, elle lisait à voix haute des extraits du magazine Cornhill. Son salaire était de 22 livres par an, en plus d'être logée et nourrie. Elle économisa presque tout. Elle portait les 3 mêmes robes en rotation, retournait l'école elle-même. Elle reprisait les coudes si proprement que le reprisé était invisible à la lueur d'une bougie. La 4e année, la sœur du vicaire mourut paisiblement d'une attaque. La fille mariée du vicaire arriva du Lincolnshire pour fermer la maison. Elle informa Claire, dans la même phrase, que ses services ne seraient plus requis après la Saint-Michel. Et qu'une robe de bombazin noir de la garde-robe de la défunte lui revenait si elle la voulait, en guise de souvenir. Claire la remercia, prit la robe, fit sa malle et compta ses économies. Elle avait au total 117 livres et 8 shillings. Elle avait 26 ans. Elle n'avait ni père, ni mère, ni cousine, ni maîtresse, ni boutique, ni cottage, ni aucune chambre en Angleterre qui lui appartienne de droit. Ce qu'elle avait à la place, c'était la voix d'Anna dans sa tête qui disait « Regarde d'abord le toit ». Elle avait aussi le dé d'Anna dans sa poche. Et une petite annonce découpée dans un journal du Derbyshire 3 semaines plus tôt. Elle était pliée soigneusement dans sa boîte à écrire. L'annonce proposait à la vente aux enchères, et sans prix de réserve, une maison de campagne d'une certaine antiquité. Elle se situait dans la paroisse de Red Clay Ridge. La description la présentait comme nécessitant des réparations. Elle ne discuta pas et ne pleura pas. Elle avait appris dans la boutique que les discussions avec les gens qui détenaient les papiers ne menaient jamais à rien d'utile. Et elle avait appris dans la cuisine d'Anna que les larmes gaspillaient du sel. Elle monta dans la chambre étroite au-dessus de l'arrière-cuisine qui avait été la sienne pendant 4 ans. Elle s'assit sur le bord du lit en fer, les mains jointes. Elle se laissa réfléchir le temps d'un quart de carillon de l'horloge de l'église, de l'autre côté de la ruelle. Puis elle se leva et commença à faire ses bagages. Elle plia d'abord les 3 robes, la laine grise, la robe de serge brune et la noire unie qu'elle portait le dimanche. Elle posa le bombazin par-dessus, car la fille du vicaire monterait bientôt pour voir si le cadeau avait été accepté comme il se doit. Elle enveloppa la bassine à confiture en cuivre dans un morceau de toile de sac qu'elle avait gardé de la livraison de charbon. Elle enroula la brosse à badigeonner la chaux dans une bande de vieille flanelle pour ne pas abîmer les poils. Elle plaça le mortier en pierre au fond de la malle, contre les charnières, là où rien ne pourrait le faire bouger. Elle posa la Bible de sa mère et la petite boîte à écrire en chêne sur le linge. Elle glissa le dé en laiton dans son morceau de soie bleue, dans la poche intérieure de sa robe de travail. Il reposerait contre sa hanche. Le vicaire lui-même vint à la porte, alors qu'elle attachait les sangles de la malle. Il se tenait dans le couloir, son chapeau à la main. Il lui dit doucement que sa fille n'avait pas de mauvaises intentions et qu'il était vraiment désolé. Claire répondit qu'elle comprenait, parce qu'elle comprenait vraiment. Il n'y avait rien de plus à dire entre eux. Il pressa 2 souverains dans sa paume à la porte. Elle le remercia et les ajouta sans commentaire au mouchoir de pièces dans la poche qui contenait aussi le dé. Le charretier arriva à 7 heures le lendemain matin pour l'emmener au relais de poste de Nottingham. Elle s'assit à côté de lui sur le siège, la malle attachée à l'arrière et son sac de voyage sur les genoux. Elle regarda le presbytère s'éloigner le long de la ruelle dans une brume grise de la Saint-Michel. Le lierre sur le pignon, le muret couvert de lichen, et l'if, près du portail. Elle ne se retourna pas une seconde fois. À Nottingham, elle paya 4 shillings et 9 pence pour une place à l'extérieur sur la diligence pour Derby. Elle mangea une tranche de pain et de fromage dans un papier sur ses genoux en attendant. Elle ouvrit la boîte à écrire sur le banc à côté d'elle et relut l'annonce une fois de plus, lentement. C'était la manière dont Hannah lui avait appris à lire un acte de vente, lettre par lettre, cherchant ce qui n'y était pas. Nécessitant des réparations, disait le texte, et offert sans prix de réserve. Elle le replia de nouveau le long des mêmes plis et le remit dans la boîte.
Elle appuya sur le couvercle jusqu'à ce que le petit fermoir en laiton clique. Elle avait 119 livres et 8 shillings après les 2 souverains du vicaire. Elle avait l'adresse d'un notaire de Derby, nommé M. Annesley, qui s'occupait de la vente, et elle avait le nom d'une auberge dans le village de Red Clay Ridge, appelée le Bluebell. Elle comptait y demander un lit pendant qu'elle inspecterait la propriété. Elle n'avait aucune lettre de recommandation pour qui que ce soit dans le comté. Personne n'attendait son arrivée. Elle s'assit très droite sur le banc, le sac de voyage sur ses genoux et la boîte à écrire sous son bras. Quand le garde appela la diligence, elle se leva, monta à la place extérieure et s'installa parmi les colis. Elle remonta sous son menton le châle de bombazin noir qu'elle avait fait avec un ourlet déchiré de la robe de la défunte, pour se protéger de l'humidité. La diligence se dirigea vers le nord à travers les plaines en sortant de Nottingham, puis vers l'ouest, vers les contreforts du Peak District. Claire observait le paysage changer depuis son siège sur le toit. Elle y mettait l'attention qu'elle portait autrefois aux rouleaux de tissu sur le comptoir. Elle remarqua d'abord les haies, si elles étaient bien taillées ou en friche. Elle remarqua les moutons dans les champs, s'ils étaient en bonne santé ou atteints de la gale. Elle remarqua l'état des barrières des champs, des murets de pierre et des toits des chaumières que la diligence dépassait. Une ardoise glissée sur une étable près de Belper lui indiqua que le fermier était en retard sur ses réparations. Un jointoiement frais sur une cheminée à Duffield lui dit qu'un autre était en avance sur les siennes. Elle lut le paysage de cette manière pendant des heures, tandis que les chevaux grimpaient et que le vent des Landes se faisait plus froid. Il plut un peu entre Derby et Ashbourne, une fine pluie grise qui s'imprégnait dans le châle sans sembler tomber. Elle avança son chapeau, cala ses bottes contre le marchepied et ne se plaignit pas. Se plaindre sur le toit d'une diligence ne faisait qu'aider le vent à trouver de nouveaux endroits où s'engouffrer. À Derby, elle descendit juste assez longtemps pour se rendre au bureau de M. Annesley. Il se trouvait dans une ruelle étroite derrière la halle au grain. Elle fut reçue par un clerc avec de l'encre sur sa manchette. Il consulta un livre et lui dit que la vente aux enchères était fixée au jeudi suivant à 11 heures. Elle se tiendrait sur les lieux. Le prix de réserve était nul. Le vendeur était la succession d'un certain M. Whitmore, récemment décédé, dont les héritiers avaient refusé la propriété. Elle remercia le clerc, prit une copie des détails et retourna à la diligence, le papier plié dans son gant. La dernière étape du voyage fut la pire. Une lente montée par des chemins escarpés, où les lanternes de la diligence durent être allumées avant 4 heures. Le cocher descendit 2 fois pour guider les chevaux dans une boue qui passait par-dessus les bottes. Elle atteignit l'auberge du Bluebell à Red Clay Ridge un peu après 7 heures du soir. L'obscurité sentait la fumée de charbon et la fougère mouillée. Elle prit une chambre pour 8 pence. Elle demanda à la propriétaire, une femme large nommée Madame Bickerton, avec une cuillère en bois à son tablier, une chope de bière chaude et une assiette de ce qui cuisait sur le feu. Elle dîna sur un banc dans un coin pendant que les bouviers parlaient à l'autre bout de la pièce. Elle les écoutait sans en avoir l'air. Hannah lui avait appris que le meilleur compte-rendu d'une maison ne venait pas du commissaire-priseur. Il venait des hommes qui abreuvaient leurs chevaux à portée de vue de celle-ci. Elle entendit les mots « la vieille propriété des Whitmore » prononcés 2 fois. Elle entendit quelqu'un rire et quelqu'un d'autre dire « seul un fou la prendrait ». Elle finit sa bière, monta dans son lit étroit, sous les combles, et dormit tout habillée, le dé à coudre dans la main. Le jeudi matin, elle se rendit à pied à la propriété à 9h30. Une fine brume humide flottait le long d'un chemin bordé de noisetiers et d'épines noires. Des murs du grès rouge local, qui donnait son nom à la paroisse, longeaient le chemin. La maison se dressait au bout d'une allée défoncée, longue d'un demi-mile. Elle était située sur un épaulement de terrain au-dessus d'un ruisseau. Un bouquet de tilleuls négligés se trouvait du côté nord, avec une colonie de corbeaux freux dans le plus haut d'entre eux. Elle s'arrêta au portail en fer brisé et regarda. Elle regarda dans l'ordre que Hannah lui avait enseigné. Le toit d'abord. Les toits étaient en ardoise galloise, et près d'un tiers avait disparu. Là où l'ardoise manquait, les solins en plomb avaient été volés des noues et des cheminées. Sur les 6 cheminées, 4 étaient debout, une penchait, et une s'était effondrée à travers le plafond de la pièce en dessous, emportant une partie du plancher avec elle. La maison elle-même avait 2 étages et un grenier. Elle était construite en grès local, avec des chaînages d'angles en grès plus pâle. Selon ses pas,
Elle mesurait quelques 84 pieds de façade et 40 de profondeur. Une aile de service s'étendait sur 30 pieds supplémentaires à l'extrémité ouest. Les fenêtres étaient des fenêtres à guillotine de 12 carreaux sur 12. Elle en compta 42. Parmi celles-ci, peut-être une douzaine avaient encore toutes leurs vitres. Plusieurs avaient été grossièrement barricadées avec des planches d'orme clouées directement à travers les cadres. Elle fit le tour jusqu'à la façade sud. Le lierre était entré sous les avant-toits et avait soulevé une section de gouttière. Une tache verte coulait sur la pierre sur 2 étages. L'enduit de l'aile de service s'était décollé par plaques, révélant un crépi à la chaux sur un mur de moellons en dessous. Les canalisations, quand elle se pencha pour regarder, étaient bouchées par des feuilles et des souches d'ortie. Le ruisseau au pied du jardin avait érodé la berge et charriait un limon rouge. À l'intérieur, l'homme du commissaire-priseur avait ouvert les volets dans le hall et allumé une seule lanterne sur le sol. Il y avait peut-être une douzaine d'hommes présents, des fermiers, et 1 ou 2 mieux vêtus. Il y avait un gentleman à cheval à l'extérieur qui ne descendit pas. Le hall était une pièce dallée de pierre de belles proportions, 28 pieds sur 20. Le plafond en plâtre était orné d'une couronne de feuilles de chêne sur le pourtour, encore intacte, mais noircie par l'humidité. L'escalier en chêne montait en 3 volets avec des balustres tournés, dont une quinzaine manquaient. Les marches étaient solides là où elle posait le pied. Le poteau d'escalier était sculpté d'un ananas et présentait une fissure sur une face qui pouvait être collée et serrée. Les enchères commencèrent à 5 livres et montèrent d'1 livre à la fois. Les fermiers abandonnèrent à 8. Un homme bien habillé monta jusqu'à 15. Claire leva sa main gantée et dit « 11 », voulant dire qu'elle irait jusqu'à 11 et pas plus. Le commissaire-priseur, comprenant mal ou par complaisance, prit cela comme une surenchère. L'homme bien habillé la regarda, son col retourné et son simple bombazin noir. Il secoua la tête et s'en alla. Le commissaire-priseur frappa le bureau avec son petit marteau. Elle paya en 11 souverains, comptés d'un mouchoir sur le dessus d'une caisse d'emballage. Elle signa le papier d'une main ferme. Dehors, le gentleman à cheval rit une fois, à voix haute. Il dit à personne en particulier que ce serait de nouveau une ruine d'ici 1 an, et il s'éloigna au pas dans l'allée. Le clerc de M. Hansley lui donna les clés, 4 grandes clés en fer sur un anneau de ficelle. Il lui donna aussi les titres de propriété dans un portefeuille en cuir noué avec un ruban. Elle passa cette première nuit à l'auberge du Bluebell. Elle se rendit à la maison aux premières lueurs du jour, avec une lanterne, un balai, un seau et un pain. Elle commença là où Hannah aurait commencé, c'est-à-dire pas du tout par le toit, mais par l'arrière-cuisine. Parce qu'une femme qui ne peut pas faire bouillir de l'eau ne peut pas réparer une maison. L'arrière-cuisine se trouvait à l'arrière de l'aile de service. C'était une pièce basse de 15 pieds sur 12, avec un sol en dalles de pierre en pente vers un drain. Un chaudron en cuivre était encastré dans la maçonnerie dans un coin. Un évier peu profond en ardoise se trouvait sous la fenêtre. Un large âtre de cheminée était contre le mur extérieur, dans lequel aucun feu n'avait été allumé depuis longtemps. C'est l'âtre de la cheminée qui l'arrêta. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, la lanterne levée. Elle regarda le mur et vit ce que tout œil attentif aurait vu. La maçonnerie de l'âtre ne correspondait pas à la maçonnerie de la pièce. La pièce était construite en briques rouges tendres des fours locaux, posée dans un mortier de chaux couleur flocon d'avoine, en appareil flamand irrégulier. L'âtre de la cheminée, du sol jusqu'à une hauteur d'environ 5 pieds, avait été fermé sur sa façade par un panneau de briques jaunes plus dures. Elles étaient posées en panneresse dans un mortier plus gris et plus fin. L'ouverture de la cheminée, qui aurait dû être là, avait été murée. Elle avait été murée il n'y a pas si longtemps que le mur se soit complètement intégré à la pièce. La jointure sur les côtés montrait une fissure fine où une pièce de 6 pence aurait pu entrer. Elle posa la lanterne sur l'évier. Elle alla chercher dans son sac de voyage un court tisonnier en fer qu'elle avait apporté de la cuisine du presbytère. Elle tapa le long de la brique jaune d'un côté à l'autre. Cela sonna creux sur les 3 pieds du milieu de sa largeur. Elle tapa de nouveau plus haut et entendit la même chose. Elle recula et réfléchit. Elle pensa à Hannah, qui disait qu'une maison referme ce qu'elle ne veut pas que les étrangers trouvent. Elle prit le tisonnier et plaça la pointe dans le mortier en haut du panneau. Elle le fit aller et venir jusqu'à ce que la première brique se détache. Il lui fallut près d'1 heure, s'agenouillant et se levant tour à tour,
pour retirer assez de briques jaunes pour faire un trou où elle pourrait passer son bras. Les briques se détachèrent presque proprement, car le mortier était jeune, et le travail avait été fait à la hâte. Elle posa chaque brique sur le sol dallé dans l'ordre où elle l'avait retiré. Hannah lui avait aussi appris qu'un mur abattu négligemment est un mur qui ne peut être reconstruit. Quand le trou fut assez large, elle prit la lanterne et la passa à travers, et elle regarda. À l'intérieur de l'âtre, sur la vieille pierre du foyer, se trouvait une boîte en fer blanc laqué noir de la taille d'une Bible de famille. À côté, un pot en grès avec un couvercle scellé à la cire. Et derrière eux, appuyé contre la suie du conduit, un paquet en toile cirée plié et noué avec un ruban rouge. Elle tendit la main et sortit d'abord la boîte en fer blanc, car c'était la plus proche. Elle la porta sur la table de l'arrière-cuisine, la posa et essuya la suie de son couvercle avec son tablier. Elle vit qu'un nom avait été peint sur le dessus en lettres blanches maintenant jaunies, J. Whitmore, sa boîte. La boîte n'était pas fermée à clé. Elle souleva le couvercle. À l'intérieur, enveloppé dans un carré de feutre vert, se trouvait un sac en lin lourd dans sa main. Quand elle desserra le cordon, des souverains et des demi-souverains se déversèrent sur le feutre en un petit tas brillant. Cela la fit s'asseoir brusquement sur le tabouret de l'arrière-cuisine. Elle les compta, là où elle était assise. Hannah lui avait aussi appris qu'une somme non comptée est une somme à laquelle on ne croit pas. Elle compta 243 souverains et 11 demi-souverains. Il y avait aussi un petit papier torsadé, contenant 7 guinées, d'une monnaie plus ancienne. Sous le sac en lin se trouvait un papier plié, scellé avec un cachet de cire rouge. Il était adressé d'une écriture soignée de clair. À quiconque trouvera ceci et en aura besoin. Elle brisa le cachet avec son ongle et déplia le papier sur ses genoux. L'écriture était petite et soignée. L'encre était brunie mais pas effacée. Elle le lut à voix haute dans l'arrière-cuisine vide. Hannah lui avait appris qu'une lettre dite à voix haute est une lettre mieux comprise. À quiconque trouvera ceci et en aura besoin. Mon nom est Joseph Whitmore. J'ai été maître d'école à l'école paroissiale de Red Clay Ridge pendant 39 ans. J'ai vécu dans cette maison, qui me venait de mon père, pendant 41 ans. Ma femme, Anne, est morte durant l'hiver de 1831. Notre fille Mary, au printemps suivant, alors qu'elle avait 6 ans. Je n'ai pas eu d'autres enfants, ni de proches parents. La maison est devenue trop grande pour moi, et le toit au-delà de mes moyens de réparation. J'ai mis de côté par petites sommes, pendant de nombreuses années, l'argent que je pouvais. Je l'ai caché ici, derrière ce mur, car je ne pouvais supporter qu'il aille au comté ou à l'homme qui détient l'hypothèque sur le champ nord. Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes entré honnêtement dans la maison et que vous avez pris la peine de regarder là où d'autres n'ont pas regardé. Prenez ce qui est ici et utilisez-le bien. Réparez le toit d'abord. Il y a de la bonne pierre dans la crête au-dessus du ruisseau, si vous savez où la tailler. J'espère que vous serez plus heureux ici que je ne l'ai été à la fin. Joseph Whitmore, le 14 octobre 1849. Elle replia la lettre le long de ses anciens plis et resta assise un long moment, la lettre à plat sur son genou. L'arrière-cuisine était silencieuse, à l'exception du petit tic-tac du cuivre qui refroidissait dans le coin, et le bruit d'un corbeau quelque part parmi les tilleuls négligés. Puis elle enveloppa de nouveau les souverains dans le feutre vert. Elle attacha la lettre dans le paquet de toile cirée avec les titres de propriété. Elle mit le tout dans son sac de voyage. Elle se leva, prit la brosse à badigeonner la chaux d'Anna dans la malle du hall. Elle sortit devant la maison pour regarder le toit. « Réparez le toit d'abord », avait dit la lettre, et Hannah avait dit la même chose. Elle commença cet après-midi-là en arpentant la crête depuis l'allée et en comptant les ardoises. 10 ans après ce matin-là, par un bel après-midi d'octobre en 1870, Claire Shaw se tenait en haut de l'escalier en chaîne de Red Clay Ridge. Elle regardait la lumière entrer par la haute fenêtre sud du demi-palier. Elle avait 36 ans. Ses cheveux étaient du même brun qu'ils avaient toujours été, simplement tirés en arrière. Elle portait une robe de laine grise avec un col en lin qu'elle avait retourné ce printemps-là. Dans sa poche, comme toujours, se trouvait le dé en laiton dans son morceau de soie bleue. Autour de son cou, sur une fine chaîne, pendait une petite clé en laiton qui ouvrait la boîte à écrire dans son salon. L'escalier sous sa main avait été restauré par Samuel Coombs, un menuisier de 51 ans du village d'Ashover.
Il avait taillé 15 nouveaux balustres en chêne sec et assorti le poteau d'escalier à l'ananas. Aucun œil ne pouvait distinguer la fissure du bois sain. La couronne de plâtre en feuilles de chêne, au plafond du hall en bas, avait été nettoyée et retouchée. C'était l'œuvre de Madame Ruth Bickerton, la jeune, la belle-fille de la propriétaire. Elle avait 34 ans et une main plus sûre pour la chaux que n'importe quel homme de la paroisse. Claire avait commencé par le toit, comme on lui avait dit de le faire. Elle était montée sur la crête au-dessus du ruisseau avec un maçon nommé Edward Fern, âgé de 48 ans. Il taillait le grès à l'ancienne méthode, avec un marteau et un jeu de coins en acier. Il acceptait son salaire en pièces chaque samedi soir, posé sur la table de la cuisine. La première année, elle dépensa 187 livres des économies de Joseph Whitmore, en ardoise, plomb, bois, chaux et main-d'œuvre. Elle nota chaque shilling dans un livre relié de toile verte sur la boîte à écrire que sa mère avait utilisée. La deuxième année, elle nettoya les canalisations, reconstruisit la cheminée effondrée et mit des vitres à 29 fenêtres. Elizabeth Marsden, une veuve de 57 ans du cottage du gardien, venait chaque matin. Elle faisait bouillir le chaudron, lavait le linge des ouvriers et apprenait à Claire l'astuce pour régler une cuisinière, afin que le charbon dure toute la nuit. La troisième année, elle ouvrit le jardin clos du côté est. C'était un fourré de ronces et d'orties plus haut qu'elle. Sous les ronces, elle trouva des poiriers en espalier encore vivants contre le mur sud, et un escalier de 6 marches taillé dans le mur nord. William Ashby, un jardinier de 63 ans qui avait travaillé à Chatsworth dans sa jeunesse, venait les mercredis et samedis. Il lui apprit à tailler les poiriers pour retrouver leurs anciennes branches fruitières. La maison s'était réchauffée autour d'elle par degrés lents, pièce par pièce. La communauté s'était rassemblée autour de la maison de la même manière, une compétence à la fois. Thomas Redfern, sans lien de parenté avec Hannah mais un écho lointain du nom, apportait sa charrette 2 fois par semaine depuis Ashbourne. Il livrait de la chaux, du sable et des clous en fer. Le vicaire de Red Clay Ridge, M. Henry Broom, âgé de 59 ans, lui rendit visite dès le premier mois. Ensuite, il envoya sa fille aînée, Anne, 17 ans et habile de ses doigts, pour aider à coudre les tentures des 4 lits que Claire avait remis en service. Madame Bickerton du Bluebell envoya un gigot de mouton chaque dimanche pendant 2 ans, sans qu'on le lui demande. Elle refusa toute tentative de paiement, au-delà d'un signe de tête à la porte du cimetière. Lorsque le duc du domaine voisin passa à cheval devant l'allée, la 5e année, il vit les nouvelles ardoises briller au soleil. L'allée était nivelée et les tilleuls élagués de leur bois mort. Il ne rit pas. Il toucha son chapeau à la femme qui se tenait au portail et continua son chemin sans un mot. Claire toucha son chapeau en retour et retourna à son registre. La maison avait alors été qualifiée, dans un journal du Derbyshire, le printemps précédent, de plus belle maison du comté, et par un gentleman architecte de Londres, venu en août pour voir le plâtre, de plus belle petite maison d'Angleterre. Claire avait lu l'article, l'avait plié et l'avait mis dans la boîte à écrire, à côté de la lettre de Joseph Whitmore et de l'annonce jaunie qu'elle avait découpée 10 ans auparavant. Les 3 papiers reposaient ensemble sous le couvercle. Elle ouvrit la boîte cet après-midi d'octobre et posa le dé en laiton dans son morceau de soie bleue par-dessus. À côté du dé, elle posa la petite clé en fer peint de la boîte en fer blanc laqué noir de Joseph Whitmore. Elle l'avait gardée polie sur sa table d'écriture depuis le jour où elle l'avait vidée. 2 objets de 2 étrangers qui avaient tous 2 aimé un enfant qu'ils n'avaient pas vu grandir. Et tous 2 avaient laissé leurs petites économies soigneusement amassées à une jeune femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Claire descendit l'escalier et longea le couloir d'aller jusqu'à l'arrière-cuisine. Elle était maintenant blanchie à la chaux, chaude, et avait un géranium rouge sur le rebord de la fenêtre. L'âtre de la cheminée avait été rouvert en un véritable foyer. La pierre du foyer, où la boîte en fer blanc avait reposé, était frottée et pâle. Au-dessus, sur une simple étagère en chêne, se trouvait la bassine à confiture en cuivre d'Anna, maintenue brillante avec du sable et du vinaigre, et le mortier en pierre, qui était encore utilisé chaque automne pour piler le sel et le genièvre dans le mouton. Elle resta un instant, la main sur le cuivre. Elle pensa à la cuisine d'Anna dans la maison en pierre à la lisière d'Ashbourne,
Elle pensa à sa mère derrière le comptoir de la boutique de Church Street, et à Joseph Whitmore, assis à cette même table d'arrière-cuisine en 1849, avec sa lettre et son cachet de cire rouge. Elle pensa qu'une maison n'était pas une chose construite une fois pour toutes, mais une chose entretenue, et que cet entretien était l'essentiel. Claire Shaw avait 26 ans et était sans abri, sans père, sans mère, sans cousine, sans maîtresse, et sans aucune chambre en Angleterre qui lui appartienne de droit. Elle avait 119 livres et 8 shillings à son nom au début de cet automne, et 11 de ces livres, elle les compta sur une caisse d'emballage lors d'une vente aux enchères dans un hall en ruine. Pendant ce temps, un duc à cheval riait de la voir et disait que la maison serait de nouveau en ruine d'ici un an. Ce furent les 11 meilleurs livres qu'elle ait jamais dépensés. Si cette histoire vous a plu, et si vous souhaitez en entendre d'autres racontées de cette manière calme et soignée, alors installez-vous confortablement et restez avec nous. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez ce soir. Que ce soit d'une cuisine dans une ville du Nord ou d'une chambre à la fin d'une longue journée, quelque part loin d'ici. Et que le temps à votre fenêtre soit gris ou lumineux. Partagez cette histoire avec quelqu'un à qui l'on a déjà dit qu'une chose était irrécupérable ou qu'ils l'étaient eux-mêmes. Et pensez à cliquer sur la petite cloche pour que la prochaine histoire vous trouve quand elle sera prête. Et avant de partir, asseyez-vous un instant avec cette question et emportez-la avec vous pour le reste de votre soirée, si vous le voulez bien. Y a-t-il quelque chose dans votre propre vie, une maison, une amitié, un travail ou un coin de pièce que d'autres ont ignoré en passant, et que vous savez, tranquillement et sans avoir besoin de discuter, qui vaut le labeur de vos mains? Que faudrait-il pour commencer par le toit, comme l'aurait dit Hannah, et pour croire que le reste de la maison suivra, ardoise par ardoise, chaux par chaux, au cours des 10 années patientes qu'il faut pour transformer une ruine en un foyer? Dites-le nous si le cœur vous en dit, et nous lirons ce que vous écrirez. D'ici la prochaine histoire, portez-vous bien, et gardez vos petits dés à coudre en laiton près de vous.